Bonjour et merci d'assister à cette dernière conférence table ronde du Salon Mobility for Business 2018. Nous allons parler bien sûr IoT et mobilité, une révolution pour la géolocalisation et les services 4.0. Pour en parler, nous avons à ma gauche Richard Fan qui est fondateur d'Aventis. Bonjour. Bonjour. Et à côté de lui, nous avons Christophe Fouillet qui est marketing manager de Obgenius. Bonjour. Bonjour. Je vous propose dans un premier temps de vous... il marche ? 1, 2, 1, 2, c'est bon. Donc je vous propose dans un premier temps de vous présenter et nous allons entamer après tout de suite le débat. N'hésitez pas à leur poser des questions, hein, ils sont là pour ça. Donc levez bien les bras que je puisse vous voir et vous passer le micro. Merci. Richard ? Merci beaucoup Pascal. Donc Richard Fan, j'ai créé Aventis en 2015. Aventis est un bureau d'études. Nous concevons les objets connectés de nos clients. Aujourd'hui, on sert des grandes marques comme Michelin, Somfy, Raymond, Atlantique, et on développe tout le système connecté depuis l'électronique jusqu'à la connectivité et au cloud en passant par les applis mobiles et tout type de logiciel. Christophe ? Alors, Obgenius, donc on est la filiale IoT de Bouygues Telecom. Donc on a maintenant 3 ans d'existence. On a démarré sur le déploiement d'un réseau LoRa au niveau national en France. Donc aujourd'hui, on a un réseau qui est dédié aux objets, qui couvre l'ensemble du territoire. Et on couvre à peu près 95% de la population, 86% du territoire. Et donc voilà, et aujourd'hui, on développe pas mal de marchés autour de l'IoT sur, ça peut être du smart building, de la logistique, de l'agriculture. Voilà, donc il y a pas mal de thématiques autour de tout ça. Je vais voir pour vous, Richard, est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine de l'IoT ou vous faites un peu du tout-terrain comme semble faire un peu Obgenius ? On fait du tout-terrain, on fait du tout corps de métier. Donc on peut adresser des projets où nous développons, nos ingénieurs développent l'électronique, développent le logiciel embarqué, développent les applications mobiles qui parlent à l'objet connecté, et on développe aussi tout ce qui est dashboard, web et infrastructure cloud pour l'IoT, et pour tout type de secteurs verticaux, de l'industrie aux jouets, au B2C, au B2B. Pareil, chez Obgenius, vous êtes tout-terrain et vous vous occupez des projets de A à Z ? Alors, on ne fait pas tout, parce que nous, notre métier, c'est quand même la connectivité. Donc nous, notre cœur de métier, c'est de nous assurer qu'on va pouvoir vous apporter la connectivité là où vous en avez besoin. Et ça, c'est déjà un gros boulot, parce qu'on ne fait pas que du local, nous, on fait du national, voire de l'international. Donc nous, on se concentre là-dessus. On se concentre beaucoup sur tout ce qui est service de géolocalisation, puisque en fait, aujourd'hui, à peu près, il y a plus de 50% des cas d'usage en IoT qui vont utiliser des données de géolocalisation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec les nouveaux types de réseaux qui sont dédiés à l'IoT, qu'on appelle les réseaux low power, donc on dit le nom commun, c'est LP WAN, pour Low Power Wide Area Network, on a des capacités de géolocalisation qui sont extrêmement intéressantes pour tout et n'importe quoi. Et nous, on essaie de se concentrer également sur être capable de délivrer une donnée qui est géolocalisée avec un niveau de précision dédié pour le besoin du client. Alors justement, c'est intéressant. Bon, on va entamer tout de suite. Hein, on parlait de géolocalisation. Vous parlez de ce qu'on appelle le LP WAN, effectivement. Mais géolocalisation, vous pouvez également dire que ça peut être également du GPS. Embarqué. Je pensais notamment, pourquoi pas, au chronotachygraphe électronique des camions qui passent par un autre moyen de communication que le GPS, donc, que le LP WAN. Donc, quelles sont les différentes technologies qui permettent déjà de géolocaliser pour quel usage ? Peut-être on peut déjà commencer à débroussailler le terrain. Vous voulez, Richard, commencer ? Vaste sujet. Effectivement, la géolocalisation, c'est un énorme besoin dans énormément de secteurs d'activité. On connaît tous le GPS, parce qu'on en a tous un dans la voiture, on en a tous un sur son téléphone. L'inconvénient, c'est que le GPS tel qu'il est implémenté dans les voitures ou dans les téléphones, ça consomme un petit peu beaucoup d'énergie quand même. Et dans des applications low power, c'est gênant d'utiliser autant d'énergie pour savoir où on est.
Après, il y a des systèmes de géolocalisation en écoutant en fait le spectre RF qui est autour de nous, c'est-à-dire que si on entend des bornes 4G, si on entend des bornes Wi-Fi, et ben le device peut deviner à peu près où il est par triangulation. Donc ça s'appelle le Cell ID pour le cellulaire. Pour les bornes Wi-Fi, il y a beaucoup de fournisseurs de services qui permettent de faire une géolocalisation approximative en ayant la liste des hotspots que vous voyez. Et puis après, il y a de la géolocalisation par réseau LPWAN comme LoRa, à plus grande distance et assez low power. Alors, ouais, je vais faire un petit focus sur justement les technologies qui sont natives de géoloc au niveau de ces réseaux LPWAN. Donc nous, on fournit deux types de géolocalisation. Il y a une première géolocalisation qu'on appelle chez nous la macro-géolocalisation, qui est juste basée sur la triangulation au niveau des antennes qui reçoivent le message d'un capteur. Donc le gros avantage, c'est qu'il suffit qu'un capteur envoie un message et on va arriver à le positionner en faisant de la triangulation, plus de l'analyse de puissance de signal reçue au niveau des antennes. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la macro-géolocalisation parce que ça a un niveau de précision qui est relativement faible, mais qui est souvent suffisant pour pas mal d'applications. Donc on parle de 500 mètres en ville, parce qu'en ville, on va avoir beaucoup d'antennes qui captent, et on va être au-delà du kilomètre en zone périurbaine. Mais c'est déjà tout à fait suffisant. Si j'ai deux entrepôts, un à Marseille, un à Lyon, voire à Lille, ça me suffit déjà amplement pour faire le job de savoir si mes assets, mes produits, ils sont à Lyon plutôt qu'à Marseille. Voilà. Ensuite, on a une deuxième technologie qui est basée sur la première, mais qui ajoute au calcul de géolocalisation le temps de propagation du signal jusqu'aux antennes, et c'est ce qu'on appelle la TDOA chez nous. Donc c'est un peu plus complexe, parce qu'il a fallu qu'on synchronise l'ensemble du réseau à 10 nanosecondes près. Donc ça a été un gros travail sur notre réseau à nous. Mais aujourd'hui, la promesse de la TDOA, c'est à partir de 100 mètres en ville. Alors en ville, on sera vraiment sur un niveau de précision qui sera vraiment intéressant. Forcément, quand on va sortir des villes, on a beaucoup moins d'antennes et donc là, on va aussi perdre de la précision. Et je reviens également sur un point important, c'est que toutes les technologies dont a parlé Richard, donc que ce soit ce qu'on appelle nous dans notre jargon du Wi-Fi sniffing par exemple, ou du beaconing en BLE, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on peut l'associer à des réseaux LoRa et qu'on peut remonter cette information à travers les réseaux LoRa au niveau du cloud pour l'interpréter au niveau du cloud. Alors, c'est peut-être intéressant de voir effectivement ce qu'est un réseau LoRa, par exemple. Je crois qu'il y a aussi Sigfox et un autre LTE-WAN, enfin je sais pas quoi. Peut-être vous pouvez nous faire un petit peu la précision quant ce réseau LoRa, qu'est-ce que ça signifie exactement, sur quoi il se base et, D'accord. Donc, aujourd'hui, depuis quelques années, on a vu émerger de nouveaux types de réseaux qui sont dédiés aux objets. Voilà, il y a Sigfox donc, qui a démarré il y a quand même pas mal d'années sur le sujet. Ensuite, il y a une deuxième technologie qui est arrivée, qui est LoRa, qui est une technologie française à la base. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais ça a été racheté par des Américains et ensuite c'est une technologie qui a été ouverte. Donc aujourd'hui, il y a une alliance LoRa avec plus de 550 industriels dans le monde et opérateurs télécoms qui se servent de cette technologie. Et la particularité de ces technologies, c'est qu'elles sont basées sur d'abord un gros avantage, c'est que ça va permettre de mettre des objets sur le terrain qui sont autonomes en énergie pendant plusieurs années. Et ça c'est vraiment un gros changement de paradigme au niveau de la maintenance des équipements, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas ce type de technologie, donc il fallait aller changer des piles, par exemple, sur les équipements qui sont en GSM, il fallait changer les piles tous les mois. Au mieux, c'était tous les mois. Là, maintenant, on est capable de mettre des objets sur du matériel, et ces objets vont être autonomes jusqu'à 15 ans, parce qu'on a on équipe aujourd'hui des compteurs d'eau avec des systèmes de télérelève qui durent 15 ans. c'est l'avantage de ce qu'on appelle les technologies LPWAN. Hein. C'est bien ça, Richard, vous nous confirmez? Tout à fait. Le grand défi dans l'IoT et dans les géolocalisations, c'est la gestion de l'énergie.
Donc on va chercher des mécanismes de transmission d'informations qui consomment le minimum d'énergie pour que, sans changer la pile, effectivement, le système puisse durer plusieurs années. Sur les types de géolocalisation, je voulais aussi revenir dessus. Il y a une différence entre de la géolocalisation qu'on dirait outdoor, c'est-à-dire vous voyez le ciel et vous voyez les satellites GPS par exemple, et puis des géolocalisations indoor qui sont de plus en plus utilisées dans des environnements industriels, des entrepôts, des ateliers, des usines. Et là, on a d'autres technologies qui vont complémenter le LoRa. C'est des environnements où le GPS ne marche pas, par exemple, et donc il faut installer un minimum d'infrastructure dans le bâtiment. Mais à ce moment-là, un dispositif peut être géolocalisé dans le bâtiment à des précisions de 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, en fonction de la densité de l'infrastructure qu'on installe. Donc de plus en plus d'industries, de professionnels sont en demande de ce type de géolocalisation en Justement, parce qu'on parle là sur la géolocalisation et des services 4.0, donc qui intègre, je crois, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la nouvelle type d'industrie dont vous parlez. Alors, quelle technologie utiliser pour justement arriver à faire en sorte que les machines puissent communiquer à l'intérieur d'un bâtiment ou peut-être intersite, mais juste à côté? Je pense notamment à des industries comme le transport, enfin l'automobile qui s'emboîtent les uns, dont les chaînes de production s'emboîtent les unes après les autres et les robots commencent à communiquer les uns avec les autres pour dire où est-ce que tu en es, toi, moi j'en suis là, voilà, etc. Exactement. Donc il y a énormément de chantiers d'industrie 4.0 en France qui sont soutenus justement par des initiatives gouvernementales et des budgets spécifiques. Mais les industriels s'équipent par eux-mêmes. Il y a en gros deux technologies qui aujourd'hui sont en compétition. Une qu'on appelle l'ultra-wideband. L'ultra-wideband permet d'avoir une géoloc en intérieur assez précise, de l'ordre du dixième de mètre, 10 cm à peu près, mais avec des coûts d'équipement qui sont assez chers. Donc par exemple dans une usine, on ne va pas équiper les palettes en ultra-wideband, on va équiper les transpalettes en ultra-wideband. Et avec juste un scan de ce qu'on transporte, le RP va savoir où est chaque palette, juste en équipant la machine qui transporte. Il y a d'autres technologies qui sont sur du 2,4 GHz, qui ne sont pas du Bluetooth ni du Wi-Fi, mais qui sont des réseaux propriétaires. Il y en a 2 ou 3 qu'on utilise en tant qu'intégrateur dans des designs custom. Et ça permet des géolocalisations un peu moins précises que l'ultra-wideband, mais des coûts d'équipement qui sont beaucoup plus faibles. Et là, par exemple, on peut équiper des caddies dans des supermarchés et avoir vraiment le parcours du caddie à l'intérieur du supermarché. On peut avoir des parcours d'équipement dans un hôpital, si on équipe chaque équipement d'un petit tag en 2 Go 4. Donc énormément de variations de technologies aujourd'hui qui utilisent le spectre disponible. Christophe, vous aussi, vous travaillez sur ces technologies indoor Alors, oui, bien, parce que donc la géoloc pour ce type de réseau LP WAN, c'est primordial parce que ça va mettre en rupture pas mal de choses, notamment dans la logistique et la supply chain. Et on le voit aujourd'hui parce que nous, on a des gros industriels, que ce soit automobile, aéronautique ou même retail et distribution, qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de solutions de tracking, plus au niveau local, à quelques centimètres près. Le sujet, il n'est pas là du tout. Mais être capable de traquer des assets au niveau national, voire au niveau international. Et donc là, on rentre dans des nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est des nouveaux services, service 4.0, qui vont être liés au tracking des assets. Donc, je vais être en capacité, en taguant tous mes assets. Alors, ça peut être des rôles, par exemple, chez Carrefour. Carrefour, ils ont des tas de rôles. Donc, c'est des chariots métalliques qu'ils utilisent pour transporter leurs marchandises depuis leurs entrepôts jusqu'au magasin. Le fait d'aller traquer ces chariots métalliques, ça va leur amener énormément d'informations pour améliorer la chaîne de production de l'ensemble de ces rôles. Donc ils vont améliorer les taux de rotation, ils vont améliorer les inventaires, ils vont pouvoir améliorer également le shipping de leurs produits auprès des magasins. Ils vont pouvoir digitaliser tout le processus de consignation de ces rôles, parce qu'aujourd'hui, on a des process papier moi, je suis un entrepôt, je donne des rôles à un transporteur, je dois lui faire signer plein de papiers. Le transporteur, il arrive dans le magasin, il va devoir faire signer des papiers.
tout ça, c'est des process qui sont lourds, qui sont source d'erreurs. Et le fait d'aller traquer ces rôles, ça va permettre de digitaliser tout ça. Je pensais à ça parce que effectivement, le secteur de la distribution est assez avancé enfin, distribution logistique est assez avancée quand on voit les entrepôts Ikea, pour ne pas nommer Amazon, notamment en France dans le Nord, voire la Poste dans certains centres où tout est absolument automatisé. Il y a peut-être 4 personnes dans le centre et tout se fait sur des grands rails, des machins. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est utiliser ce genre de technique que vous décrivez, c'est ça? C'est exactement avec du tracking, etc. Alors, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est assez nouveau, donc on est encore sur une phase où on expérimente avec des gros volumes quand même, hein, parce que quand on travaille chez Carrefour, aujourd'hui, ils ont déjà équipé à peu près 10 000 chariots métalliques. Après, tout ça, c'est nouveau, donc c'est pour des nouveaux usages. Si c'est pour connecter des machines entre elles, typiquement, l'Aura ne sera pas du tout adapté. Pourquoi ? Parce que donc on a un gros avantage, c'est la consommation énergétique. Par contre, on a une contrainte par rapport à ça, c'est qu'on peut envoyer très très peu de données. Donc forcément, à partir du moment où on veut connecter des machines entre elles, où on veut que des machines envoient beaucoup de données pour pouvoir les piloter, là on va passer sur d'autres technologies. Et vous, Richard, des industriels également font appel à vous pour justement ce genre de travaux, hein? Oui, absolument. Et on se rend compte que le besoin de géolocalisation doit être vraiment précisé par rapport au cas d'usage, parce qu'on a vu qu'on peut traquer des choses pour savoir dans quel pays ils sont, ou bien dans quelle ville, donc quelque chose qui est assez macro. Et puis il y a des besoins de géolocalisation beaucoup plus précis au sein d'un atelier, savoir où est tel outillage, où est tel équipement, et c'est des besoins complètement différents. On se rend compte aussi qu'il y a d'autres données qui intéressent les industriels par rapport à la géolocalisation. Et c'est par exemple une donnée de température. Il peut y avoir des contraintes par rapport aux produits transportés ou par rapport au type de produit. Si c'est un médicament, si c'est un produit qui doit respecter la chaîne du froid, eh bien, l'industriel ou celui qui envoie ou qui gère la marchandise va vouloir non seulement gérer la position, mais aussi un autre paramètre qui peut être la température. Est-ce qu'il y a eu une chute? Est-ce que le carton est tombé? Est-ce qu'il a été bien manipulé, mal manipulé? Et donc, même avec des réseaux comme LoRa qui envoient peu de données, on peut envoyer des alertes par rapport à des données supplémentaires en plus de la localisation. Alors, Oui, enfin, je rebondis complètement sur ce que tu dis, Richard. C'est que, notamment au niveau de la chaîne du froid, aujourd'hui, on a un gros marché qui est en train de se développer autour de la chaîne du froid. Notamment avec pas mal d'acteurs historiques de la chaîne du froid qui avant étaient sur des technologies propriétaires, c'est-à-dire qui déployaient leur propre système de réseau avec leur propre gateway. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est pas leur métier. Et aujourd'hui, grâce à ces nouveaux réseaux qui sont déployés notamment par des opérateurs, hein, alors ça peut être c'est Obgenius, mais on a également Orange qui a déployé la technologie LoRa ou Sigfox. Hein, donc on a quand même 3 réseaux low power en France qui couvrent pratiquement tout le territoire. Voilà, ces acteurs aujourd'hui sont en train de basculer sur ces réseaux opérés au niveau national. Moi, en vous écoutant, j'ai quand même l'impression pour l'instant qu'effectivement tout ce qui est géolocalisation, alors que ce soit dehors ou à l'intérieur, reste réservé pour l'instant de très grands groupes, reste réservé pour des applications relativement importantes. Donc, à mon avis, pour des coûts relativement importants. Est-ce que vous pensez que, déjà, est-ce que c'est juste, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pensez que ceci peut évoluer et peut intéresser peut-être des entreprises un peu plus petites qui en auraient également besoin peut-être pour des nouveaux services? Je pense à des services de messagerie, des transporteurs par messagerie, etc., par exemple. Nous, on voit une adoption de ces technologies qui est de plus en plus rapide. Et donc, les premiers investissements, effectivement, ceux qui ont démarré les premiers concepts sur de la technologie ont été faits par des grands groupes. Mais comme tout a été industrialisé assez rapidement, que ce soit en termes de composants électroniques, d'intégration, de design, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des produits ou des conceptions beaucoup plus abordables. Et par exemple, dans nos prospects, on a plutôt des ETI aujourd'hui qui sont en recherche de tracking. Par exemple, une ETI dans le centre de la France qui fabrique des plateformes élévatrices dans le bâtiment.
c'est souvent des plateformes élévatrices qui sont après louées par des gros réseaux de loueurs comme l'Oxam ou leurs concurrents. Et là, il y a un besoin de tracking, de géolocalisation d'un matériel loué sur un volume qui est relativement faible. Une ETI, ce n'est pas un grand groupe, et ils ont des besoins de géolocalisation. Christophe, vous avez ce genre d'exemple également? Alors, le coût est un des avantages aussi de cette technologie, hein, clairement. Et c'est ce qui va permettre de déployer cette technologie au plus grand nombre et sur des forts volumes. Parce que nous, pour que nous, à un moment donné, on puisse commencer à gagner un peu d'argent, il va falloir déployer des millions d'objets sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut que les coûts soient tout à fait raisonnables derrière. Et on a des capteurs aujourd'hui, et ça c'est aussi grâce à ces technologies qui sont relativement simples d'implémentation. On a des capteurs à partir d'une dizaine d'euros qui permettent notamment de faire du tracking. Donc là, on peut commencer à imaginer des déploiements sur des gros volumes. Et aujourd'hui, avec les clients qu'on a, on peut parler de quelques dizaines, voire quelques centaines, à quelques centaines de milliers aujourd'hui. Donc l'abonnement ne coûte pas très très cher non plus par objet. Et après, il faut rajouter un coût de plateforme au-dessus qui est très variable selon le degré d'intelligence qu'on va mettre dessus. Quel genre de nouveaux services peut apporter la géolocalisation d'après vos expériences concrètes, d'après ce que vous ont demandé vos clients, peut-être découvert même à l'occasion d'une géolocalisation, justement, de nouveaux services faisables, commercialisables pour vos clients? Alors nous, on voit une grande interrogation de nos clients ETI maintenant, grands groupes, c'était il y a quelques années, sur la transformation digitale et la transformation de leur chiffre d'affaires ou de leur activité du produit vers du service. Et donc énormément de sociétés industrielles en France sont confrontées à imaginer leur business dans 5 ans, qui sera peut-être plus basé sur l'utilisation de l'équipement par leurs clients ou par le client de leurs clients, plus que par l'achat pur de l'équipement qu'ils sont en train de construire. Et donc là, si c'est un équipement qui voyage, si c'est un équipement qui bouge, ou même s'il est loué mais qui ne bouge pas, savoir où il est devient primordial dans le calcul de la facture qu'ils vont envoyer à la fin du mois. Donc vraiment tout le shift du produit vers le service qui est porté par l'IoT, la géolocalisation et les réseaux bas débit et low power sont vraiment essentiels dans ces déploiements. Même analyse pour vous? Oui, quand on travaille avec des gros industriels aujourd'hui, que ce soit donc automobile, aéronautique, même le BTP, hein, on a pas mal de choses qui sont en train de se passer au niveau BTP parce que le BTP a énormément de matériel sur le terrain et ils ont régulièrement des pertes ou ils ont régulièrement du manque de matériel et donc du coup des retards de chantier à cause du manque de matériel. Le point commun de tout ça, c'est l'efficacité opérationnelle de ces entreprises. C'est-à-dire le fait d'aller traquer leur matériel, ça va leur permettre d'être beaucoup plus rapides pour effectuer toutes leurs tâches au quotidien. Et ça, c'est vraiment le premier sujet. Après, on a un deuxième sujet qui est, à travers ces services de géolocalisation, comment créer des nouveaux services pour le client final. Mais ça, on est moins mature dessus. Mais par contre, on a des acteurs alors, qui sont plus orientés B2C aujourd'hui, qui sont en train de sortir des trackers grand public. Et ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant aussi parce que c'est une promesse de gros volume. Voilà, mais on a des gens comme Invoxia qui ont sorti ce qu'ils appellent le pet tracker. Hein, donc, c'est des trackers pour les animaux, chiens, chats, etc. Voilà, et ça, alors les enfants, votre femme, votre mari, ça peut aller très loin. Mais voilà, je pense que dans les années à venir, ce type de tracker complètement autonome sur plusieurs mois, plusieurs années, qui est tout petit, qu'on peut mettre dans une voiture, dans un scooter ou quoi que ce soit, va amener à se développer de manière assez large. Avez-vous des questions à ce stade? N'hésitez pas. A priori, vous êtes clair comme de l'eau de roche. Je voulais voir justement donc, le fait on géolocalise, donc ce sont des données qui sont remontées, des données brutes la plupart du temps, qui sont issues de machines quel que soit alors, le type de machine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Est-ce que c'est simplement d'avoir des petits traits ici, des petits points, machin, disant ils sont ici, ils sont là?
quelle richesse, quelle création de valeur on peut apporter à ces données d'après vous? Peut-être pour apporter de nouveaux services justement, mais qu'est-ce qu'on peut en faire avec ces données? Alors dès qu'on parle de données, on pense données personnelles automatiquement. On va parler de GRPD après. RGPD, voilà. Et le danger, effectivement, c'est qu'un tracker n'envoie qu'une position, mais que le système qui reçoit la donnée, en fait, en connaisse beaucoup plus sur l'environnement du tracker et sur même l'utilisateur du tracker. Et là, si on arrive à, dans un système informatique, positionner une personne ou un groupe de personnes, eh ben, on tombe tout de suite dans le traitement des données personnelles. Et on n'est pas juriste, mais il y a énormément de choses à faire autour déjà de la protection, de l'information auprès des utilisateurs, du droit à l'oubli, etc., etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, la plateforme où on va récupérer toutes ces données et puis les mixer entre elles, d'avoir plusieurs types de capteurs, d'avoir plusieurs types de positions, d'avoir un groupe de capteurs qu'on suit en même temps, je pense qu'on va imaginer des nouveaux usages dans les années qui viennent. Aujourd'hui, sur du LoRa, par exemple, il y a une start-up américaine qui vend des trackers pour les familles qui font de l'outdoor ou des amis. Et donc, il peut géolocaliser un groupe de personnes entre eux, mais juste entre eux, avec de la communication LoRa entre les balises. C'est un nouvel usage, c'est sorti l'année dernière au CIS, par exemple. Oui, on a dans le même genre, on a Tech4Race avec qui on travaille, qui ont fait des trackers pour les événements sportifs. Donc ils donnent des trackers, alors que ça peut être course de cheval en campagne, des trails et autres. Et donc tout ça passe par LoRa. Alors c'est vrai que la question de la donnée est primordiale, et du coup la question de la sécurité derrière. Je ne sais pas si c'est une question que tu avais pour après. Mais peut-être que j'anticipe un petit peu. Mais en effet, on a eu plein de cas récemment, enfin, sur les dernières années, de systèmes qui se sont fait hacker parce que en fait, c'est des systèmes qui sont connectés en Wi-Fi et autres avec un login admin et un mot de passe admin. Là, dans le cadre de ces objets sur les réseaux LPWAN, c'est totalement différent. D'une part, parce qu'on est sur des réseaux qui sont complètement fermés. Donc tout arrive en fait à un moment donné sur notre plateforme et c'est nous qui mettons à disposition la donnée à notre client. Parce que donc ça, c'est une donnée qui lui appartient. Et en plus, sur LoRa, on a un cryptage des données qui est fait de bout en bout. Donc cette technologie LoRa, et c'est pour ça aussi qu'on l'a choisie, cette technologie, elle a un cryptage natif qui est de l'AES 128, donc on est au niveau bancaire. Nous, on a rajouté ensuite, nous en tant qu'opérateur télécom, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour nos clients, on a rajouté tout un tas de systèmes pour héberger des clés de sécurité de nos clients. Donc on travaille avec Bull derrière sur des systèmes de serveurs de clés, etc. Voilà. Donc on met beaucoup d'énergie, nous, au niveau du réseau, pour vraiment sécuriser la donnée de nos clients. Après, on la donne à notre client. Après, c'est le client qui en fait ce qu'il veut. D'accord, donc c'est effectivement tout ce qui est après, je sais pas, business intelligence, big data, enfin tout ce qu'on peut mettre décisionnel. C'est au client après de faire son tri dans la donnée. Vous n'intervenez pas sur le sujet. Donc nous, on n'est plus compétent sur cette partie-là, mais c'est là où il va y avoir un gros intérêt de la part du client à aller mixer différents types de données. C'est-à-dire que je vais être capable de récupérer des données de mes capteurs sur le terrain, mais je vais être capable de les coupler également avec des données d'un ERP, d'un WMS si on parle de logistique, d'une station météo par exemple, ou de Météo France. Et voilà, et c'est le fait d'aller combiner toutes ces données ensemble qui va permettre de sortir de la valeur vraiment de la donnée. Richard, alors toujours au niveau de la donnée, effectivement, et également peut-être sur la sécurité. Alors sur la sécurité, c'est un travail qu'on réalise en interne depuis à peu près 1 an, où on veut justement sécuriser l'IoT de bout en bout. Alors LoRa a la chance de pouvoir offrir ça sur la connectivité, mais quand les clients nous demandent par exemple des systèmes basés sur du BLE, ou quand ils nous demandent de concevoir des capteurs custom, eh bien on travaille sur l'intégration de tous les maillons de la sécurité de l'électronique, en passant par le soft embarqué,
empêcher de reflasher n'importe quel firmware, par exemple, d'avoir des mots de passe administrateurs qui ne sont pas toujours les mêmes, d'avoir des applications mobiles qui sont aussi secure, d'avoir des plateformes cloud qui sont secure avec un niveau de sécurité homogène et cohérent. Donc c'est un vrai travail d'intégration et c'est quelque chose qu'on fait pour certains de nos clients. Par exemple dans le domaine de la santé, où là les données sont aussi cryptées de bout en bout parce que personnel et médical. Et donc la sécurité, c'est vraiment un sujet, je pense, qui va venir de plus en plus. Et LoRa, par l'architecture et les différents cryptages, a certainement un vrai atout dans la connectivité. Et justement, également, vous parliez du fait de rajouter plusieurs données entre elles, par exemple sur un capteur GPS, peut-être pour un camion, qui devrait être associé effectivement, pourquoi pas, à notre capteur sur la météo. Mais comment est-ce faisable, par exemple, avec du LP1 qui n'a pas beaucoup de batterie, mais n'a pas non plus beaucoup de stockage à disposition? Comment ça peut être traité, je dirais, au niveau local? Ou alors, ça se traite comment, ce genre de choses, pour justement associer des... Alors, aujourd'hui, le capteur, il est relativement bête, dans le sens où, et ça c'est c'est la façon dont fonctionne cette technologie, c'est le capteur, il dort la plupart du temps. Hein, donc c'est pour ça qu'en fait, il a une capacité d'autonomie énergétique qui est très très longue. Il dort la plupart du temps, et puis de temps en temps, il y a un événement qui va le déclencher, qui va le réveiller. Donc c'est un événement qui peut être programmé. Donc par exemple, on va le programmer pour qu'il envoie une donnée de positionnement à peu près toutes les heures. Et puis il va se réveiller, il va prendre sa position. S'il a une puce GPS, il va capter la position GPS. Il va envoyer cette position sur un message. Il ne va pas du tout s'occuper de savoir s'il y a du réseau ou pas. C'est pas son problème. À nous d'avoir mis des antennes suffisamment bien placées pour être sûr de le récupérer à l'endroit où il passe. Et après, il se rendort tout de suite. Donc lui, il est relativement bête. Maintenant, ce qu'on voit, c'est aussi l'arrivée de capteurs qui intègrent de plus en plus d'intelligence. Parce que on se dit que demain, si on parle de milliards d'objets, je ne sais pas si vous avez déjà vu les quelques études des cabinets sur l'IoT, mais on parle de milliards et de milliards d'objets demain qui vont être connectés. Donc ça veut dire que si demain tous les objets renvoient systématiquement toutes les informations brutes, on va vite... alors il y a des gens comme Google, Alibaba et autres, ou Amazon qui seront très contents, hein, parce que ça va remplir les clouds. Mais par contre, on va très vite arriver à saturer tous ces systèmes-là. Et donc on voit arriver aujourd'hui de plus en plus des capteurs qui ont de l'intelligence intégrée et qui sont capables d'avoir une autonomie énergétique tout en ayant de l'intelligence et tout en étant capables d'aller filtrer des données. Et je prends un exemple typique. On a aujourd'hui des partenaires qui travaillent sur des capteurs de vibration de machines. Donc c'est des capteurs qui s'installent sur des machines et qui ont suffisamment d'intelligence pour apprendre eux-mêmes, ils vont apprendre quelle est la dérive de la machine en termes de vibration et ne renvoyer que des informations d'alerte au niveau du réseau. Oui, tout à fait. Et on voit aussi un autre avantage du LoRa, c'est que, on n'a pas parlé, mais on peut avoir des réseaux privés, locaux, juste sur un site. On voit de plus en plus d'industriels qui ne veulent pas envoyer toutes les données sur un cloud, que ce soit français ou américain, mais qui ont ce qu'on appelle maintenant du edge computing, c'est-à-dire en fait un petit serveur qui est sur le site industriel, qui est connecté à la gateway LoRa du site industriel et qui peut aussi à ce moment-là apporter de la puissance de calcul supplémentaire avant d'envoyer un résumé par le cloud ou d'envoyer une synthèse. Et c'est vrai que l'électronique en général fait énormément de progrès sur la consommation électrique parce que les process de fabrication font des puces de plus en plus petites en termes de nanomètres entre les différentes couches. Et plus le composant est petit, moins il consomme. Et donc il y a des fabricants comme ST Micro, qui est basé à Grenoble par exemple, qui font des composants qui arrivent à calculer et à avoir des consommations électriques beaucoup plus faibles qu'il y a 2 ou 3 ans et qui permettent d'avoir une intelligence locale dans le capteur pour faire ce genre de calcul, des transformés de Fourier, des filtrages, etc. Effectivement, on va consommer un petit peu plus d'énergie que si on ne calculait pas, mais on reste quand même sur des durées de vie de batterie
sur des batteries qui peuvent durer quelques années en faisant des calculs en local. Et je rajouterais même, on a aujourd'hui des partenaires qui travaillent sur des capteurs sans batterie. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire que rien que en captant toute l'énergie, que ce soit de la lumière ou autre, on est capable aujourd'hui de faire des capteurs sans batterie. Et ça, c'est quand même révolutionnaire. Justement, en parlant un peu prospective, vous parlez intelligence, donc pourquoi pas rajouter artificiel à côté. On parle de réseau, 4G, tout ça, pourquoi pas voir un petit peu la 5G. Dans les 5-10 ans, vous voyez comment justement cette histoire de géolocalisation, de service 4.0 avec les nouvelles technologies qui arrivent. Alors là, pour le coup, l'intelligence artificielle qui risque de mettre pas mal d'intelligence partout et de 5G qui devrait quand même ouvrir les tuyaux de manière assez sensible. Moi, j'attends la 5G. Quand est-ce qu'elle arrive, la 5G? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû parler 5G pendant ces 2 jours-là. Donc je vais faire simple, mais la 5G, elle arrive. Maintenant, la 5G qui arrive, c'est la 5G haut débit. Voilà. Donc on ne parle pas du tout encore de low power, de 5G low power. Sauf sur 2 technologies qui sont, alors on peut considérer c'est soit de la 4G, soit de la 5G, mais on a 2 technologies cellulaires que sont le NB-IoT et le LTE-M, que vous allez en entendre parler de plus en plus, je pense, dans les années à venir, qui sont des technologies LP1, hein, puisqu'en fait c'est quand même des technologies qui sont axées aujourd'hui sur la consommation énergétique, sur la faible consommation énergétique des capteurs. C'est beaucoup moins mature que LoRa à l'instant T. Voilà, il y a quand même pas mal d'expérimentations sur le sujet, que ce soit chez nous, chez Orange ou autre. Ça a une promesse très intéressante pour les opérateurs parce que ça veut dire utiliser le réseau actuel GSM et du coup le mettre à niveau pour proposer des services LP1 sur le réseau actuel. Alors que sur un réseau LoRa, en fait, c'est un réseau qui est complètement parallèle. Donc la promesse est relativement intéressante. Maintenant, on n'est pas encore, en termes de consommation énergétique, on n'est pas du tout encore au niveau de réseau LoRa. Donc je pense que LoRa a vraiment au moins 15 ans de vie devant lui. Et au fur et à mesure, on va voir ces nouveaux types de réseaux arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que si on regarde le temps de maturité qu'a pris LoRa pour arriver où il est, on est sur à peu près 7-8 ans, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est la force de LoRa, on a un écosystème à la fois de gens qui fabriquent des capteurs, de gens qui fabriquent des applications par-dessus, qui a mis énormément de temps à arriver au niveau mondial. Et pour qu'on ait la même chose sur du NB-IoT et du LTE-M, ça va prendre du temps. Mais ça sera une technologie qui, normalement, permettra, même si c'est sur le GSM, donc, de transmettre voix, texte, vidéo, images facilement. Alors, pas tous. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... alors, si je prends les 2 technologies que sont NB-IoT et LTE-M, hein, qui sont les 2 technologies aujourd'hui qui sont développées sur la 4G, mais qui seront considérées sûrement demain comme les technologies IoT de la 5G également. On a une technologie NB-IoT qui a peu de capacité de données, un peu plus que LoRa, mais peu de capacité de données. Donc on sera incapable de faire de la voix ni de la vidéo. Par contre, on a LTE-M qui, lui, a beaucoup plus de capacité de données. Donc le LTE-M, lui, va venir plutôt sur les années à venir en remplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous le M2M, mais c'est en fait toutes les technologies 2G, hein, donc c'est les cartes SIM qu'on peut mettre aujourd'hui dans les objets hein, pour faire du tracking de véhicules, etc. Donc le LTE-M va venir en remplacement de la 2G au fur et à mesure. Et là, avec du LTE-M, on pourra faire de la voix, ce qu'on appelle la Voice over LTE-M. On pourra faire de la capture vidéo également. Et donc là, on va avoir des applications qui, pour le coup, seront très très complémentaires à LoRa. Et vous, Richard, votre vision à 5-10 ans avec votre boule de cristal? Ma fameuse boule de cristal.
Je pense que dans les 5 prochaines années, on va avoir une grosse bataille. En fait, ça va continuer à être ce que j'appelle le Far West de la connectivité, avec énormément de solutions qui sont très récentes, d'autres plus anciennes, mais qui vont continuer à se battre pour en fait avoir de plus en plus de couverture et de plus en plus d'utilisation, puisque ces réseaux ont besoin de millions de devices pour être rentables, hein, comme tu nous l'as dit. Et donc aujourd'hui, il y a énormément d'investissements sur ces nouvelles technologies. Je pense que ça ne va pas s'éclaircir, on ne va pas savoir faire de choix clairs entre NB-IoT, LTE-M, Sigfox, LoRa, surtout pour des industriels qui ont besoin de pérennité. Ça va toujours être compliqué de choisir. Par exemple, Schneider ou GE ou Alstom qui a besoin d'équiper des centrales hydroélectriques. Quel réseau choisir? C'est toujours un casse-tête. Mais je pense que dans les prochaines années, justement, ça va se concentrer. Les usages vont être de plus en plus clairs et précis. Et j'imagine que dans 10 ans, on aura quand même une idée un peu plus claire de quel type de réseau, pour quel type d'usage et pour quelle géographie. Parce que la géographie est aussi importante. Il y a des technologies qui sont très bien à l'échelle d'un pays, d'autres à l'échelle d'une ville et puis d'autres à l'échelle de la planète. Et ça dépend vraiment du cas d'usage. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir la même infrastructure et le même réseau tout autour de la planète, ou est-ce qu'on peut segmenter par continent ou par pays? Ouais, alors je dirais qu'à la limite, la technologie de connectivité, peu importe quoi. On s'en fiche un peu. Aujourd'hui, il y a LoRa. Demain, éventuellement, il y aura d'autres qui vont arriver, LTE-M, NB-IoT ou autres. Aujourd'hui, on a LoRa et Sigfox, hein, clairement sur les low power. Mais peu importe. Si aujourd'hui, les entreprises ne s'y mettent pas maintenant et se disent « je vais attendre que d'y voir plus clair dans quelle sera la technologie réseau qui va prendre le lead », déjà, ça n'arrivera pas parce que les technologies, toutes les technologies, elles ont une durée de vie qui est quand même limitée. Donc tout ça, en fait, ça se remplace au fur et à mesure. Et de toute façon, le gros du sujet n'est pas sur la technologie de connectivité, il est sur tous les processus en fait, qui vont être changés dans les entreprises à cause de l'IoT. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on fait des POC avec les clients, ça marche très bien. On n'a aucun souci, quoi. Aujourd'hui, ce qui pose problème chez nos partenaires industriels, c'est les impacts de tout ça sur les processus, sur les organisations. Et aujourd'hui, s'il y a un point bloquant, c'est plus là-dessus, quoi. Vous pensez pareil sur l'organisation des entreprises? Oui, et puis plus généralement, en prenant encore en allant sur le même sujet, en allant un petit peu plus haut et en oubliant la technologie, c'est vraiment sur la valeur que ça apporte. Parce qu'on a beau effectivement récolter des températures ou des positions par million, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert pour l'entreprise qui a les données? Éventuellement, à quoi ça sert pour ses clients ou ses partenaires? Et beaucoup d'entreprises sont encore dans l'interrogation de savoir est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quelle est la valeur que ça apporte? Est-ce que ça me permet d'économiser des coûts, d'anticiper, de ne pas dépenser du transport par exemple? Ou est-ce que je peux valoriser et vendre un service en plus? Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur l'exploitation et la valeur de la donnée. Et je rejoins ton avis, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental que la petite électronique ou quelle taille de pile on met. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, on parle de plus en plus des villes intelligentes, hein, les smart cities, la télémédecine, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, le développement, etc., des réseaux neuronaux, enfin bon, tout ça. On parlait également de la voiture autonome, hein, je crois qu'on en a parlé lors de la conférence précédente. C'est de la géolocalisation, hein, grosso modo, hein. Enfin, on est quand même en plein dedans. Donc j'ai quand même l'impression que ces outils-là sont quand même promus à un avenir assez intéressant quand même. Et que ce soit pour le coup indoor-outdoor, parce que la télémédecine, il y a besoin de savoir aussi géolocalisation du corps. Enfin, c'est un truc bête, hein, mais... Oui, moi j'en suis convaincu, hein. Non, nous on parle de révolution, alors c'est des termes un peu forts, quoi. Mais oui, on considère, et j'aime bien quand, je crois que c'est Olivier Roussat, qui est le nouveau directeur général du groupe Bouygues, qui dit pendant des années, Bouygues Télécom s'est occupé de connecter les hommes, les humains, et que maintenant, en fait, on est en train de s'intéresser à connecter les objets. Et ça, je trouve que ça montre bien
la révolution qui est en train de se passer, c'est que aujourd'hui, il y a encore tout un potentiel de connectivité au niveau des objets. Et je pense qu'on ne s'imagine même pas ce qui va se passer sur les années à venir. C'est que je parlais de Smart City parce que ça implique tellement de connectivité, de traitement de volume de données absolument incroyable. Mais il y a pas mal de gens qui y pensent maintenant. Est-ce que ça va être fait dans les 5-10 ans à venir? Ça, je ne sais pas. Alors j'ai l'impression que le bâtiment bouge plus vite parce que dans le bâtiment, c'est quand même des acteurs privés où le cycle de vie de conception d'un bâtiment est quand même plus court. Dès qu'on parle de Smart City, c'est des collectivités, c'est des élus, c'est des conseils municipaux, régionaux, etc. Et on ne veut pas dire du mal, mais ça va quand même moins vite. Ça dépend dans quel pays. Ça dépend dans quel pays. Par exemple, le Canada, Amérique, il y a des petites choses qui se passent. Mais effectivement, le Smart City se heurte un petit peu à la question fondamentale qui est mais ça rapporte quoi à la ville? Donc un industriel peut être capable de faire un pari en disant mais il faut que j'y sois parce que mes concurrents le font, donc si je ne fais pas, je vais être en retard. Mais à l'échelle d'une ville et d'un budget d'une ville qui ne peut pas être en déficit, c'est quand même beaucoup plus dur à justifier et à montrer les chiffres que non, mais ça va marcher, je vous assure, ça va marcher. Donc aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de mettre sa main sur la table en disant vous allez économiser, je vous garantis. Donc les décisions sont un petit peu plus lentes et le Smart City, malgré que la technologie est là, je pense que ça s'implémente, on fait des POC, mais le déploiement, il est quand même plus lent. Peut-être parce que les gains sont d'autres natures. Il n'y a pas que des gains financiers, il peut y avoir des gains, je sais pas, les secours peuvent arriver plus vite, plus de fluidité, moins de pollution, enfin je ne sais pas. Oui, il y a clairement, quand on parle de Smart City, il y a clairement des services aux citoyens qui sont inclus là-dedans, donc qui sont en train de se développer. Après, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, c'est que c'est compliqué aujourd'hui d'avancer avec les villes parce que elles ont envie d'y aller, clairement. Elles ont envie d'être la première à dire moi je suis une Smart City. Ça, il n'y a pas de problème. Ils ont tous envie. Maintenant, il faut aller chercher les sous pour le faire. Et donc ça c'est compliqué. Il faut trouver les compétences en interne aussi. Et ça c'est pas simple parce que voilà, ils n'ont pas forcément le département IT aussi innovant qu'il y a chez un industriel. Donc il faut beaucoup plus d'accompagnement derrière au niveau des Smart Cities. Maintenant, on a des villes qui ne sont pas forcément des grosses villes, mais de moyenne taille, avec qui on avance relativement bien. Et ça, c'est quand même la bonne surprise. Et je prends l'exemple de la ville de Limours, qui est très innovante sur tous ces sujets et qui a décidé, alors une ville, Limours, c'est 10 000 habitants, donc ça reste une ville assez modeste, mais qui a vraiment décidé de mettre en place un usage, LoRa, mais d'autres choses aussi, pour transformer la ville. Et donc ils ont fait un Living Lab, et donc il y a un démonstrateur qui est extrêmement intéressant à Limours sur tout ça, par exemple. On va peut-être pas tous habiter Limours dans un premier temps. Donc pour l'instant, ça reste en fait les industriels qui restent vos clients privilégiés pour l'instant alors? Oui, sans conteste. D'accord. Pour vous aussi, c'est vraiment les industriels Oui, même si nous, on est obligé de travailler la Smart City, forcément, parce que c'est aussi ça qui fait le buzz. Et c'est aussi travailler sur l'image, et puis c'est aussi travailler pour le citoyen demain. Donc même si aujourd'hui on ne gagne pas d'argent avec ça, quelque part, voilà, c'est toute l'énergie qu'on met à travailler avec les villes, même si ça ne nous rapporte pas beaucoup, c'est quelque part c'est au service du citoyen. Donc. Mais même pour les industriels, je pense qu'il n'y a pas qu'un gain financier. Quand on fait de la géolocalisation pour des services 4.0, il y a peut-être également des gains qualitatifs. Peut-être qui après peuvent se traduire par des gains financiers, peut-être dépenser moins, aller plus vite. Enfin, je ne sais pas, d'après vous, comment justement le ROI finalement d'une bonne géolocalisation, ce n'est que financier ou des gains également qualitatifs sur des services, de nouveaux produits, enfin que sais-je encore? Heureusement ou malheureusement, les décisions dans l'industrie aujourd'hui se font toujours en bas à droite d'une feuille Excel. Et donc, même si c'est qualitatif, il faut que le chef de projet il transforme un indice de qualité en économie de rework ou en économie de quelque chose. Donc finalement, tout va se ramener à un pourcentage ou à des euros. Donc il faut pouvoir quantifier en fait ce qu'on apporte.
Il y a d'autres secteurs, par exemple la santé ou les ONG. Il y a eu des besoins de géolocalisation et de mesure de température, par exemple de produits chimiques ou de médicaments qui ont un long trajet. Et si on sait que la chaîne du froid a été rompue au milieu du trajet de 4 semaines, bah, autant renvoyer un lot tout de suite au lieu d'attendre qu'il arrive 2 semaines et puis se prendre encore 4 semaines de transport. Donc là, c'est dur de quantifier. J'ai gagné 2 semaines, j'ai sauvé 15 vies, mais c'est encore des choses qui sont assez marginales dans nous, ce qu'on voit dans les demandes de nos clients. Oui, c'est vrai que dès qu'on commence à parler de ROI, et on y vient très rapidement, nous on arrive aux limites de nos compétences. Voilà, quand que ce soit un Carrefour qui nous demande prouvez-moi par A plus B le ROI d'aller traquer les rôles, moi je ne vais pas pouvoir faire le travail parce que ce n'est pas mon métier. Et c'est là où en fait nous on travaille dans tout un écosystème dans lequel on va intégrer des experts métiers. Et donc on travaille avec pas mal de cabinets qui sont spécialisés dans chacun des métiers, qui eux vont pouvoir aller faire le boulot sur le terrain avec le client, d'analyser, de faire des business plans, de faire des business cases, de faire ce genre de choses. Parce que, et c'est clair, tu as raison Richard, tant qu'on n'est pas capable à un moment donné de montrer à la direction générale voilà combien ça va rapporter, la direction générale ne va pas appuyer sur le bouton. Bon, je crois que le temps est parti, à moins que vous ayez une question, voire deux. Non. Donc je vais vous demander de conclure pour cette dernière. Ça sera la dernière conclusion d'ailleurs pour le salon Mobility for Business. Donc alors, soignez-la. Je voulais vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et je pense que l'IoT, la géolocalisation, c'est extrêmement riche. On n'a pas vu le début de cette révolution. Oui, moi je voudrais vous donner un message qui est de connecter vos objets maintenant. N'attendez pas. Si demain vous avez besoin de données, alors ne serait-ce qu'on n'a pas parlé de tout ça, mais si on arrive à parler de maintenance prédictive, ce genre de choses, si vous voulez à un moment donné mettre de l'intelligence sur la donnée, vous allez avoir besoin de volume de données, vous allez avoir besoin d'historique de données. Et donc c'est maintenant qu'il faut connecter tout ça. Si vous ne le faites pas maintenant, le jour où vous en aurez besoin, vous n'aurez pas les données pour le faire. Donc faites-le maintenant. Et je termine par, si vous voulez en savoir plus sur toutes les technologies de géolocalisation. Donc on a fait un gros boulot chez nous avec un petit livre blanc qui recense toutes les capacités de géolocalisation autour de l'IoT qu'on est capable de faire. Donc voilà, on a le livre blanc là qui est à disposition. Là, Laurie qui est là en a quelques-uns. Mais sinon, il est en téléchargement sur notre site web. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça va vraiment vous expliquer comment tout ça, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Merci Richard Fan. Merci. Oui. Vous êtes fondateur donc d'Aventis et Christophe Fouillet, vous êtes marketing manager de News. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre participation. Il vous reste à peu près une demi-heure pour faire le tour du salon, ce qui devrait être faisable encore, ou pour aller prendre un café. Donc, merci d'avoir participé et certainement l'année prochaine pour une 9e édition du Salon Mobility for Business. Merci.